Bon, ça va? C'est nickel. Recording in progress. Ça y est, c'est parti. On est en train de se connecter. Hop. Souhaite la bienvenue aux personnes qui sont en train de se connecter. Hop. Donc, bienvenue, bienvenue. On va attendre forcément 2-3 minutes que tout le monde se connecte. Le compteur est en train d'augmenter. Je vérifie juste que vous ayez tous la possibilité de faire discussion. Est-ce que vous nous entendez bien? Un petit yes dans l'espace discussion. Ce serait formidable. Ah, on lève la main. Donc, tac. OK, donc question-réponse. Super. Alors, sur Zoom, j'ai toujours de regarder sur l'aspect. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. Donc, vous avez pour l'instant l'espace questions et réponses à disposition. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. On voit que ça arrive. Pendant ce temps-là, est-ce que vous pouvez marquer sur questions-réponses de quelle ville vous vous connectez? Tiens, ça serait intéressant avec Arabelle. Ça nous permettrait de voir si vous êtes bloqué dans les voitures encore avec votre PC sur les genoux ou si Paris, oh, Marne-la-Vallée, c'est nickel. D'accord, ok. Tac, Marne-la-Vallée. Bien, pour l'instant, à Rennes, ok. Lille. Alors, bon, bienvenue à ceux qui se connectent. Je vois que ça commence à augmenter, donc vous êtes bien en place pour le webinaire. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. En attendant, sur le question-réponse, on aime bien poser cette question, savoir d'où vous vous connectez. Donc aujourd'hui, Paris, Lille, La Roche-sur-Yon. Et puis, deuxième question, on va en profiter que vous êtes là pendant ce temps-là, savoir si vous êtes plutôt une entreprise ou candidat. C'est toujours intéressant, ça nous permet de voir un peu, donc en même temps que Metz, Cécile, c'est lent. Hop. On a le Beaujolais, voire même dans le Beaujolais. Moi, j'aime beaucoup cette… On a Nice aussi, avec le soleil. OK, entreprise, ça marche. Tac, tac, tac. Institution publique. Voilà, OK. Donc, je vous souhaite la bienvenue encore une fois. Vous allez m'entendre dire ça 2-3 fois. Hein. Mais c'est pour la bonne cause, pour que tout le monde se connecte. On attend que voilà, le compteur est augmenté. Vous êtes presque une centaine à vous être inscrits aujourd'hui. Il y aura forcément un replay sur ce webinaire avec Arabelle. Eh bien, je vois que ça se connecte de partout. Donc, on n'a personne de Genève ni de Bruxelles aujourd'hui, mais on a le Nord, le Sud. On n'a pas le Sud-Ouest, si. Non, on a Nantes. Si, on a la Vendée. Pardon. Ah, on fait presque le tour de France. Hein. J'étais en train de regarder. Pas mal. Bon, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Je vais partager mon écran et on va commencer tout simplement par se présenter. Ça va faire venir tout le monde. Hop. Check. Voilà. Donc, bienvenue sur ce webinaire de Airboarding. On va vous expliquer forcément ce que c'est. Les personnes sont en train de se connecter. Tout ça sera disponible en replay. On vous enverra le lien derrière. Et on va commencer par se présenter. Je vais laisser l'honneur à Arabelle de se présenter au démarrage. Merci à toi, Sébastien. Bonjour à tous. Donc, je suis Arabelle Laurence, je suis directrice générale de Balthazar Academy, qui est une filiale du groupe Balthazar. Le groupe Balthazar, c'est 20 ans d'ancienneté, plus de 400 entreprises accompagnées, 50 collaborateurs et 3 expertises, l'accompagnement stratégique, l'accompagnement de projets de transformation et l'accompagnement des personnes dans les organisations qui est incarné donc par Balthazar Academy, dont je suis la directrice générale. Et à ce titre, nous, on se préoccupe de savoir comment est-ce qu'on développe les compétences des collaborateurs au rythme des transformations. Et on a 2 types d'activités, de la prestation de services, de formation, coaching, co-développement, et une partie de conseil qui est comment est-ce que finalement on développe le ROI des investissements formation pour résoudre un certain nombre de nœuds RH qui sont des nœuds bien connus, qui peuvent aller de la prévention des RPS à des problématiques de mobilité ou encore d'onboarding, ce qui va être un sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Voilà.
Je laisse la parole, Sébastien. Merci Arabelle. Donc, normalement, j'ai activé l'aspect discussion. Donc, vous pouvez marquer des choses dans discussion. Ce sera plus simple que question-réponse à traiter. Donc, moi, je m'appelle Sébastiano. Donc, je suis cofondateur de Me and My Boss, qui était une start-up dans le domaine du recrutement, qui est plus sur le hub que sur le start, parce que ça fait 9 ans. Et voilà, ex-DRH, consultant en recrutement, gestion de cabinet de recrutement. J'avais créé un premier cabinet de recrutement, cabinet Osvan. Et aujourd'hui, je développe avec ce nouveau concept, on va en parler un peu plus tard, mais un réseau de franchise aussi, où je cherche des recruteurs pour rejoindre le réseau Me and My Boss et continuer notre changement sur cette partie recrutement. Ce webinaire va durer entre 30 et 40 minutes. On aura loisir d'échanger de questions-réponses, je l'espère, à la fin. Et puis, bien entendu, vous aurez nos coordonnées pour démarrer. Première question, Arabelle. On va commencer. C'est le airboarding. Est-ce que tu peux expliquer d'où vient ce nom et pourquoi notre partenariat? Eh bien, pourquoi le partenariat? C'est un constat, c'est que on poursuit un peu, en fait, souvent le même objectif dans l'onboarding et dans le recrutement, qui est eh bien de recruter, de garder des collaborateurs compétents, sympathiques, dynamiques, et finalement d'engager un partenariat sur le long terme avec eux. Et notre constat, c'est que ces activités sont souvent extrêmement séparées. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le recrutement, de l'autre côté l'onboarding, comme si c'était deux mondes séparés. Et en échangeant avec Sébastien, on a partagé une même frustration, c'est qu'il y a vraiment une perte de valeur dans la dissociation de ces deux processus qui nous paraissaient extrêmement fortes, et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire en reliant ces deux processus, d'où le nom de airboarding, qui est une contraction de recrutement et onboarding. Voilà. Merci Arvel. Et on a fait connaissance parce qu'on a eu la chance de recruter pour Balthazar et on s'est découvert comme ça à la fois sur le concept de recrutement, moi sur tes activités, sur vos activités. Et on a décidé de faire ce webinaire pour partager cette expérience. Donc, premier slide, juste pour vous mettre dans l'ambiance sur le réseau. Donc, c'est le recrutement à la vie d'une entreprise. Juste pour expliquer le contexte aujourd'hui, j'espère que vous allez vous retrouver ou imaginer ou me dire « Ah, ça, j'ai déjà vu ». Donc, je parle de la vie d'une entreprise ou d'une business unit, comme vous voulez, mais une entité, en fait, où on crée tout simplement son entreprise. Et au démarrage, on a tendance à recruter ses connaissances. On appelle ses copains, ses copines, ses anciens collaborateurs. Et viens me rejoindre dans l'aventure. Je vois ça beaucoup sur les TPE, PME qui se créent et qui se développent. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 10 personnes, eh bien, il faut recruter un ou une inconnue. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'école du recrutement. On retrouve forcément quelques écoles qui se sont montées à droite à gauche ces dernières années, mais on n'apprend pas le recrutement à l'école. Ça ne fait pas partie des… Donc, chacun développe ses propres techniques de recrutement. Et là-dessus, je pourrais en dire beaucoup. Mais donc, chacun développe ses propres techniques et donc, quand on doit recruter un inconnu, va le faire comme il le pense. Et CV, lettre de motivation. En 1967, création de l'APE, on a mis ça en place. En 2023, on demande toujours des CV et des lettres de motivation. Mais on va du coup devoir recruter. On passe une annonce sur un site d'offre d'emploi. C'est la phase 3 où on découvre le prix à payer pour faire savoir que l'on recrute. C'est-à-dire que, je vais prendre en moyenne, c'est 600 € une offre. Vous pouvez trouver moins cher, vous pouvez trouver plus cher. Mais la réaction du chef d'entreprise quand il doit payer 600 € pour faire une offre d'emploi, en plus, il doit écrire le texte. Il se dit, non, mais c'est quoi cette histoire, Sébastien? Enfin, je crée un emploi. Limite, on devrait me donner une médaille. Enfin, c'est quoi? Il faut que je paye en plus pour faire savoir que je recrute. Et ce qui se passe, c'est que généralement, ils se font à l'idée de et ils passent une annonce, ils voient des CV arriver, ils ne savent pas trop comment les qualifier, ils voient des personnes, ils les recrutent à un moment donné et se passe certaines erreurs. Encore une fois, ils n'ont pas été forcément formés, le recrutement est un métier à part entière et quand ils connaissent les premiers échecs, eh bien, ça fait mal humainement parlant, parce qu'on ne crée pas ou on ne développe pas une entreprise, une business unit pour virer les gens, ça, il faut le répéter. Et donc, c'est assez compliqué. Généralement, après, on dit comment, avec les autres, sur un after-work, comment vous faites, vous? Il y a des prestataires en recrutement, des cabinets. Et le deuxième effet qui se coule après le prix de l'annonce, c'est quand ils découvrent les honoraires d'un cabinet de recrutement. Et ils se disent, il faut que je paye tant pour recruter. C'est le deuxième effet qui se coule. Donc, du coup, ça se referme, ça se bloque. Et on essaye de faire soi-même avec des techniques plus ou moins compliquées. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. C'est très caricatural, mais je vous assure, on le vit avec notre réseau de recruteurs. Et Arabelle, tu dois le vivre sûrement aussi. C'est vraiment l'histoire typique. J'ai l'impression que tout le monde passe par là.
avant de se dire, bon, à un moment donné, soit je vais me former au recrutement, soit je vais dédier ça ou faire en sorte qu'une fois que j'ai recruté, je fasse en sorte que la personne reste. Et pour ça, avec Arabelle, on a 4 croyances. On vous a listé et après, on va vous prendre un cas concret. Et donc, je vais te laisser la parole sur notre première croyance, Arabelle. Oui, ce qui était vraiment déjà présenté un peu rien que dans le terme airboarding, hein, c'est qu'on part vraiment du principe qu'il faut en finir avec cette rupture entre le temps du recrutement et le temps de l'onboarding et se dire qu'on doit offrir une expérience candidat qui est cohérente, similaire à une expérience collaborateur. C'est important parce que c'est votre promesse employeur ce qui se passe hein, pendant la phase de recrutement. Et donc, si vous survendez les choses, hein, un super effet marketing, un super effet de manche, génial, mais qu'après, la réalité n'a absolument rien à voir, vous allez avoir un effet de déception extrêmement important. Tout le monde va perdre son temps aussi, parce que si vous avez des processus très séparés, vous ne capitalisez pas sur l'effort que vous avez fait de rencontre. Et au final, vous avez quand même des risques de perte de temps, perte de capital. Alors, on a vu qu'il y avait l'investissement qui était quand même relativement important. Et puis, pire que tout, éventuellement une dégradation de votre marque employeur, ce qui est quand même le pompon du pompon quand on a investi autant que ce que vous avez fait dans le processus de recrutement. Donc, vraiment, autant il y a beaucoup de travail de fait dans les entreprises sur l'expérience collaborateur, l'expérience candidat, elle est souvent laissée à la main du cabinet de recrutement. C'est un partenaire dans ce travail-là, mais l'entreprise doit vraiment aussi réfléchir à comment est-ce qu'on crée et comment est-ce qu'elle est présente dans cette expérience candidat. Donc ça, Très c'est bien. vraiment une première croyance qui me paraissait essentielle. Oui. Et je rajoutais juste une chose sur le terrain. Ce qu'on peut voir, c'est beaucoup de sociétés qui ont des sites carrières, par exemple, où des gens laissent des candidatures spontanées et ne donnent pas de nouvelles derrière. Donc, on a des candidats aujourd'hui qui se font une image extérieure de l'entreprise et n'ont pas de réponse. Et du coup, ça fait pchit derrière. Et c'est plus fréquent que ce qu'on ne pense. Donc, expérience candidat. Première croyance. Deuxième croyance. La deuxième croyance, hein, alors ça c'est une conviction très profonde, c'est qu'aujourd'hui, vous avez besoin de recruter des gens qui ne sont pas forcément parfaitement, complètement en maîtrise de toutes les compétences du poste que vous offrez, mais des gens qui ont surtout en socle une envie et une capacité à apprendre. Ça, ce sont des compétences, ça s'appelle des métacompétences dans le jargon, qui sont extrêmement importantes à vérifier avant d'avoir un collaborateur qui rentre chez vous, parce que il y a 9 chances sur 10 que son métier évolue extrêmement rapidement après son recrutement. Si ce n'est pas dans l'année, ça va être dans les 2 ans qui arrivent, soit parce qu'il bouge et parce qu'il faut qu'il évolue, mais aussi parce que vos propres métiers, vos entreprises sont en train de se transformer et on le voit à des rythmes très rapides. Donc, vous avez besoin pour un partenariat long terme de pouvoir miser sur des gens qui sont prêts à fournir cet effort-là parce que c'est un effort d'apprendre. Et donc, vraiment, on a cette conviction que pendant ce travail de recrutement et de sourcing, il faut déjà pouvoir voilà, leur faire comprendre et toucher du doigt qu'il y a cet effort d'apprentissage qui va être attendu. Et c'est pas grave qu'il y ait des gens qui, finalement, veuillent pas faire cet effort pendant le processus de recrutement. Ce qui est important pour vous, c'est de recruter des gens qui sont prêts à faire cet effort. Donc, voilà, ça, c'est une vraie conviction. C'est voilà, se servir de ce temps de recrutement comme déjà un temps de développement des compétences. Et je rajouterais que les sites d'offres d'emploi, alias les job boards, pour parler le langage recruteur, nous ont programmé depuis des années, et je m'en suis aperçu il y a 4-5 ans, à faire en sorte que les candidats puissent postuler en un clic. C'est-à-dire qu'ils postulent en un clic, ils voient une offre commerciale dans le domaine de l'assurance, par exemple, et ils n'ont pas vu que c'était home office parce que l'image était sympa, le texte, et ils vont cliquer, c'est tellement facile. Et derrière, on leur envoie des images en disant, vous avez postulé à un tel poste, ceci pourrait vous intéresser. Ils font la même chose. Ce qui fait qu'ils se retrouvent, à un moment donné, vous les appelez en tant que recruteur. Rappelez-moi où est-ce que j'ai postulé. Je n'avais pas vu ça comme ça, en fait, ça ne m'intéresse pas. Des fois, ils ne répondent pas. Des fois, ils ne viennent même pas en rendez-vous. Des fois, c'est assez énorme, on entend ça aujourd'hui, parce qu'ils postulent en un clic. Et on a peur de perdre des candidats parce qu'on se dit déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Alors, si en plus on leur demande un effort, eh bien, c'est au contraire. L'étude qu'on avait faite avec Nel Boss au démarrage, c'est les candidats, les personnes qui sont prêts à faire un minimum d'efforts qui sont les meilleurs en poste. C'est-à-dire qu'ils ne postulent pas par hasard. Et donc, ce soft skill d'être capable d'apprendre, comme dit Arabelle, ça devient maintenant limite prioritaire, vu les changements et vu le nombre de nouveaux postes qui n'existent pas encore et l'agilité dont il faut faire preuve aujourd'hui. Troisième croyance, avant de prendre un cas pratique.
Ouais, une troisième croyance qui est, je dirais, c'est plus qu'une croyance que c'est vraiment un constat. Et je pense que beaucoup des personnes qui nous écoutent seront d'accord parce qu'elles font ce métier. Recruteur, c'est un métier, d'accord? Or, à un moment donné, la personne qui va clôturer le processus de recrutement, c'est pas le recruteur, c'est en général le manager. Il y a eu les RH qui sont passés par là, et il y a le manager. Et je dirais qu'à chaque étape, il y a un peu de dégradation de le processus d'entretien parce que eh ben, on manque de ces compétences. Comment on mène un entretien de recrutement? Et la pauvreté des entretiens de recrutement faits par les managers est quelquefois assez terrible. C'est-à-dire qu'on a un manager qui va raconter le poste, raconter son entreprise, et après se mettre dans une forme en fait, dans une forme de posture de prof, où donc il a raconté, il a enseigné un peu l'entreprise. Il va accorder peu de temps à l'écoute de la personne qui est en face, si ce n'est pour lui poser des questions de type examen, quelles sont vos plus grandes qualités ou vos plus grands défauts, ou lui faire paraphraser son CV, ce qui franchement n'apporte rien du tout, ni au candidat, ni au manager. Voilà. Donc c'est vraiment un moment complètement vide, alors que c'est un moment là aussi où tout le monde a investi. On a investi du temps. Le temps aujourd'hui, c'est une denrée rare. On court tous, donc c'est une denrée rare dans les entreprises. C'est une denrée rare aussi pour le candidat qui éventuellement se déplace pour avoir un entretien. On se dit, il ressort en disant, bah, il avait déjà toutes les infos. Voilà. C'est ça. Alors, quel est le meilleur conseil pour mener un entretien avec un candidat? Voilà, nous on a vraiment cette idée que déjà, il va falloir tout faire pour être, et je crois que c'est notre croyance suivante, donc vous permettez, ça va faire le pont. L'entretien, c'est un moment de rencontre. Et à un moment donné, c'est une histoire de posture. On parle beaucoup de symétrie d'attention dans le management. Dans le recrutement, on est en parité, c'est-à-dire que c'est un partenariat et des deux côtés, il va y avoir un investissement. On n'est pas dans un truc où l'un est au-dessus de l'autre et doit jouer une posture de dominance. On n'est pas là dans un jeu de séduction. C'est pas un traquenard non plus. Dans un cas comme dans l'autre, le candidat qui se survend, en général, ça va pas bien se passer derrière. À l'inverse, l'entreprise qui se survend, c'est pas la peine non plus. Surjouer la posture de sachant et de dominance, on sait que c'est une catastrophe quand on veut recruter des jeunes générations. C'est pas ça qu'ils viennent chercher. C'est pas pour ça qu'ils viennent pas chercher un endroit où ils vont apprendre un métier. D'accord? Et donc, c'est ces choses-là qu'il faut arriver à échanger, et il faut arriver à avoir un dialogue de personne à personne. Ça vous paraît peut-être évident, mais en fait, réellement, on a peu d'entretiens qualitatifs comme ça. Et nous, on constate que même dans les recrutements qu'on a pu faire, nous, dans un métier qui est un peu sinistré en termes de recrutement, soyons clairs, le conseil, ça n'attire plus personne. Voilà, ça ne se bat pas à la porte. Et en fait, on a vraiment euh, la qualité des entretiens qu'on peut avoir et le fait de découvrir la personne nous apporte beaucoup plus de satisfaction mutuelle, je dirais, chez les candidats et chez nous, et un temps où on a perdu notre temps, quoi qu'il se passe et quelle que soit la décision qu'on prenne à la fin. Et ça, c'est vraiment une vraie différence par rapport aux entretiens, je dirais, plus classiques, dits de recrutement. Mais tout à fait. Et je rajouterais que quand j'ai commencé le recrutement il y a déjà une vingtaine d'années, il y avait une croyance sur le marché qui était de dire un candidat qui est stressé, enfin, une personne qui est stressée se comporte différemment. Et donc, partez du postulat qu'en poste, quand j'allais prendre mon poste, j'allais être forcément stressé. Donc, j'allais avoir un comportement différent. Donc, je vais faire un entretien de recrutement de dominant où je vais déstabiliser la personne pour voir comment elle réagit en situation de travail. Assez affolant, hein, mais c'était pendant. Et il y en a encore certains cabinets certains recruteurs qui font ça, alors qu'aujourd'hui, on a compris depuis déjà pas mal d'années que c'est l'inverse. C'est plus on met à l'aise la personne, plus on a une relation de parité avec une symétrie d'attention. J'aime bien, Arabelle, cette phrase-là. Eh bien, plus on va mettre la personne à l'aise, plus on va avoir une discussion d'adulte à adulte et de gagnant-gagnant, quoi. Et les personnes vont se livrer beaucoup plus et on évite les faux semblants et ce rapport de dominant. Tu voulais dire quelque chose, Arabelle? Ouais, un petit complément, un truc et astuce sur une bonne pratique toute simple, c'est vous recrutez des gens pour ce qu'ils savent faire ou pourraient faire chez vous de formidable, pas pour ce qu'ils savent pas faire. Donc leurs défauts, vous en foutez en fait. Concentrez-vous sur ce qu'ils savent faire, et pour les détendre, demandez-leur
de parler d'une de leurs réussites, de quelque chose dont ils sont fiers et qu'ils ont réussi à mener, et questionnez-les sur comment ils ont fait. Vous aurez infiniment plus d'informations que si vous leur demandez de parler d'un échec, où ils vont se replier. Voilà. Et en plus, ça ne vous intéresse pas le comment ils ratent, hein. Ce qui vous intéresse, c'est comment ils réussissent pour voir si c'est cohérent avec la façon dont vous réussissez. Et c'est cette rencontre-là qui fera quelque chose de formidable. Donc, voilà, ça c'est un petit truc si vous voulez créer une bonne atmosphère et quelque chose de convivial et professionnel, hein. On n'est pas non plus au café du commerce, hein, mais demandez aux gens de parler d'une réussite et de quelque chose voilà, qui savent faire, et questionnez-les, soyez en curiosité. Et n'oubliez jamais que si vous avez deux oreilles et une bouche, hein, c'est pour écouter 2 fois plus que vous ne parlez. C'est extrêmement important dans ces phases de rencontre. C'est vrai, on a tendance à l'oublier et je le vois sur beaucoup d'entretiens. Et autre tips rapide, mémotechnique, les 5 sens, 5 S, c'est quand, avant de recevoir un candidat, ce que je vais vous dire va vous paraître une lapalissade, mais souvent je ne le vois pas, c'est au niveau premier sens, la vue, est-ce que j'accueille le candidat dans un bureau et pas dans le débarras ou pas dans un coin de table, donc ça soit nickel, pas dans l'odorat, pas dans une salle de réunion où on a fait un brainstorming et il faut aérer, parce que ça joue psychologiquement sur le candidat. Le côté touché, on lui met une plaquette dans les mains, ou si on a un produit dans l'entreprise, on pose ça sur le bureau, on fait une table ronde et pas en face à face en mode tribunal. Il y a le goût aussi, donc on propose un café, un thé, un verre d'eau, quelque chose comme ça. Et je pense que et le Louis, forcément, on ne se met pas à côté de la rocade ou à côté de travaux. Mais on check tout ça en revue. Et généralement, ça fait un accueil psychologique déjà et on est capable de briser la glace avec le candidat avant de s'asseoir pour le rassurer. Et on voit la gestuelle comportementale quand la personne est ouverte et on peut commencer l'entretien. Donc, on partage avec vous ces 4 croyances, Arabelle, et on va passer au concret. Hein. Je vais te laisser la parole. OK. Donc, ouais, un petit exemple de ce qu'est un parcours de candidat qui serait un parcours labellisé airboarding. Là, c'est typiquement un exemple qu'on a mené avec un de nos clients. Donc, on aura une phase de sourcing avec Me and My Boss et qui va être cohérente avec une marque employeur qui insiste beaucoup, notamment sur le collaboratif, sur la relation. Et c'est important parce que typiquement, Me and My Boss met ça au cœur de ce processus de recrutement, hein, une relation simple et efficace. C'est important parce que quand on parle de symétrie d'attention et d'une cohérence entre l'expérience candidat et l'expérience collaborateur, ce point-là est important. Si je décide de mettre en place un processus moderne, simple, convivial et néanmoins qui nécessite une certaine réactivité, ce qui est vraiment le cas du sourcing avec Me and My Boss que décrira Sébastien, il est important que derrière, j'offre une expérience candidat qui soit complètement fluide par rapport à ça et que moi aussi je mette en place quelque chose de simple et d'efficace. Voilà. Donc là, on aurait ce sourcing qui va nous apporter un flux candidat. Ce flux candidat avec des candidats qui sont préqualifiés, on va bien sûr renvoyer une information à ces candidats pour leur dire welcome on board voilà, pour la deuxième phase. Ils vont avoir un mail, ils vont avoir un lien, ils vont pouvoir avoir une lisibilité de leur parcours candidat au sein d'une plateforme, exactement comme s'ils étaient finalement dans l'entreprise où ils auraient eu une visibilité de leur parcours d'onboarding voilà, sur un dispositif de e-learning, etc. Donc, nous, on va leur offrir cette même visibilité et avec les différentes étapes. Et donc, là, en l'occurrence, ce qui avait été fait, c'est qu'ils avaient ce mail d'accueil, on leur proposait de faire un diagnostic soft skills, parce que c'était quelque chose d'important pour notre client, d'éviter des biais qu'on a dès le premier entretien de recrutement et de pouvoir avoir un avis plus neutre par rapport à un certain nombre de critères. Donc, voilà, en fonction de ça, eh bien, déjà, chacun recevait son diagnostic soft skills. Donc, il y a déjà une proposition de valeur pour le candidat. Hein, j'ai fait un effort, je remplis un diagnostic soft skills, j'ai un résultat et j'ai un rapport pour moi. Donc, j'ai quelque chose d'apprenant. Voilà déjà l'image que je renvoie. Voilà ce que ça dit de moi ou pas. Et évidemment, avec assorti d'un go-no-go pour aller à l'étape d'après. Mais s'il y a un no-go, il y a des explications par rapport au poste, etc. Donc, vous repartez riche de quelque chose.
Go, eh bien, derrière, ben, ça vous recevez encore un nouveau mail qui vous dit, ben, écoutez, maintenant, vous allez pouvoir avoir un entretien avec notre RH. Et avant de cet entretien, nous vous invitons à suivre notre module de e-learning sur les valeurs de l'entreprise. Module de e-learning très court, on ne demande pas un effort d'apprentissage énorme, ce n'est pas MBA, on se détend, mais donc c'est les 10 minutes sur les valeurs. Voilà. Et une fois que la personne a fait, on a le tracking, on sait que la personne l'a fait, la personne peut s'inscrire sur Calendly pour avoir le rendez-vous avec le RH. Donc, un processus très simple, ce qui fait que le premier entretien qu'on a avec le RH n'a pas à expliquer les valeurs. Il va pouvoir tout de suite rentrer dans le vif du sujet de comment vous réagissez à ça, en quoi ça vous parle, en quoi ça ne vous parle pas, les questions que vous avez. Bref, on est beaucoup plus dans le vif du sujet. Juste à cet entretien, il y a bien sûr un go, no go, mais là aussi, je repars riche de quelque chose. J'ai découvert une entreprise, j'ai parlé à quelqu'un, une vraie personne dans l'entreprise, et j'ai été plus loin dans la connaissance de l'organisation. Eh bien, si je suis un candidat, j'ai appris des choses, je peux après aussi parler de ce que j'ai vécu autour de moi et conseiller. Même si je ne suis pas pris, on s'aperçoit qu'on a des candidats qui vous recommandent parce qu'ils ont apprécié ce parcours qui est assez rapide, qui est simple et qui leur a appris des choses. Si vous êtes l'heureux élu qui a un go, eh bien, rebelote, vous avez un petit rapid learning dans ce cas-là, chez ce client, on avait utilisé un module qu'ils avaient de présentation du métier qui présentait l'environnement de travail et qui donnait quelques tips sur ce qui était attendu. Pareil, c'était un petit module qui durait 10-12 minutes avec un petit quiz à la fin. Et quand vous avez passé ça, eh bien, pareil, vous pouvez aller rencontrer votre manager. Et là aussi, le manager, il est aidé parce qu'en fait, il sait que la personne qui est en face de lui a déjà une pleine conscience des valeurs et de l'organisation. Ça lui a été raconté, il a eu des questions. Il a été acculturé un peu à ce qu'est le poste qui va être attendu et il va pouvoir rentrer beaucoup plus dans le vif du sujet de qui êtes-vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce que vous avez pu voir, etc. Comment je peux vous apporter des compléments, sur quoi vous aimeriez que je vous apporte des compléments. Et on est tout de suite dans un dialogue qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressant pour les deux parties. Et puis à partir de là, il y a un processus de go-no-go. S'il y a un go de la part de l'entreprise, ce qui est proposé au candidat, c'est de l'alimenter dans son processus de réflexion avant qu'il dise oui, parce que on veut être un partenaire sur le long terme, on voudrait qu'il soit sur deux. Et donc, c'est de pouvoir contacter un ou deux collaborateurs de l'entreprise pour parler off record directement pour en savoir un peu plus. Toutes les petites questions qu'ils n'ont pas osé poser avant et sur lesquelles ils peuvent avoir des doutes et se sentir plus confortables. Et après ça, eh bien, on leur demande de dire est-ce que vous êtes OK pour venir ou pas. Et s'ils sont OK, derrière, eh bien, ils vont rentrer dans le processus vraiment d'onboarding avec le questionnaire sur leurs compétences métiers, qui n'est pas un questionnaire donc il va motiver leur recrutement ou pas. Ils ont déjà leur contrat de travail au moment où ils répondent à ça. Ça va permettre de bien qualifier et articuler leur parcours d'onboarding et de monter en compétence sur le métier et dans les équipes une fois qu'ils auront mis les pieds vraiment dans l'organisation. Et donc, on a quelque chose d'extrêmement cohérent. Oui, je vois qu'il y a une question sur les Allez, ouais, candidatures tout à fait. internes. Euh, y a rien ne vous empêche d'avoir un processus qui ressemble à ça pour des candidatures internes. Est-ce que après, par contre, pour le sourcing candidat, vous en aurez moins besoin, puisqu'a Ouais. priori, vous avez un flux maison, mais on peut tout à fait imaginer un processus. En tout cas, qui soit aussi simple et net pour vos collaborateurs internes, parce que le pire, ce serait qu'on soit mieux traité en tant que candidat externe qu'interne, ce qui est en général la norme. Il y a des gens qui candidatent via l'extérieur parce que le processus de mobilité interne est tellement bloqué, tellement complexe qu'ils préfèrent candidater comme s'ils étaient un candidat libre, qui est quand même le pompon en matière, je trouve, de ROI et de mauvais investissement de son temps et de son argent sur le recrutement. Donc oui, voilà, on le travaille de façon spécifique, mais on essaye de travailler quand on est sur du recrutement interne, à voir comment est-ce qu'on peut avoir un dispositif qui soit proche de ça ou doublonné pour pouvoir effectivement avoir des processus beaucoup plus simples pour faciliter les mobilités internes. OK. Voilà pour le descriptif. J'ai essayé de faire vite. Non, non, mais ça permet de voir Mm. cette alternance entre
voilà, je postule et je découvre l'entreprise. J'apprends au fur et à mesure et ça me permet de m'auto-évaluer en tant que candidat, de savoir si je suis au bon endroit et puis d'avancer pas à pas et de fidéliser du coup, d'avoir des gens, un turnover qui est beaucoup moindre. On va y parler. Alors, justement, je vais parler du sourcing. Ravel, Oui, mais oui. c'est le petit instant, pas commercial, mais pas loin, où je vous explique rapidement juste le cœur de notre concept. Si vous voulez en savoir plus, bien entendu, on peut discuter, mais vous montrer un peu on parlait de symétrie d'attention. On a un système chez Me and My Boss qu'on a mis au point depuis pas mal d'années, là, qui fonctionne plutôt bien. Je vous montre ça, c'est qu'on propose un parcours, pour faire simple, on va cacher l'identité de l'entreprise au démarrage. On va mettre juste le titre du poste, secteur d'activité, le lieu. Et si le candidat veut en savoir plus, on va lui proposer de répondre à une question. Et en échange de sa réponse, on lui donne un indice sur l'entreprise. Et au bout de 5 indices, il découvre l'identité de l'entreprise et nous dit s'il a envie d'y aller ou pas. Plus que 5 questions, en fait, c'est une découverte mutuelle parce que les indices qu'il va découvrir sont les réponses de l'entreprise à la même question. Et rapidement, c'est 5 items psychologiques par lesquels on fait passer le candidat pour qu'il se découvre et découvre en face l'entreprise. Le premier, c'est l'histoire. On demande de nous raconter quelque chose qu'il n'a pas dans son CV et on raconte l'histoire de Balthazar, par exemple, avec Arabelle, ce qui s'est passé, comment l'entreprise s'est construite, comment ils sont arrivés aujourd'hui à la dimension à laquelle ils sont arrivés. Ensuite, on met le candidat en situation. Imaginez, vous êtes ça, vous avez carte blanche, qu'est-ce que vous faites ? Ensuite, il y a une question de valeur ajoutée. Maintenant que vous connaissez notre histoire et le poste, qu'est-ce que vous pensez pouvoir nous apporter, vous, en termes de personnes, et puis l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va apporter en termes de valeur ajoutée. Il y a un passage par la question insolite qui fait énormément, et ça en revient sur le côté gagnant-gagnant et non pas dominant-dominé. C'est une question dite à la Google, complètement décalée. Demain, vous êtes un super-héros, quel serait votre super-pouvoir, par exemple, et on explique que des managers vont y répondre derrière. Ça, le candidat, quand il répond à cette question insolite, il voit Olivier, le manager de l'un, a répondu, et là, il se dit, waouh, humilité, il joue le même jeu que moi. Et on révèle le nom de l'entreprise, on a un tips, voilà, si vous avez googlisé nos prénoms, vous avez sûrement deviné qui nous sommes, on révèle ça. Et là, le candidat découvre l'identité de l'entreprise, ce qui fait qu'il découvre une entreprise, son histoire, le poste, la valeur ajoutée, capital sympathie, et il ne se précode pas. Parce qu'on a un gros souci aujourd'hui sur le marché, des candidats ou des personnes se précodent sur une marque, sur l'image, que ce soit dans l'assurance, dans les télécoms, dans la grande distrib, et souvent, quand ils voient après l'identité de l'entreprise, ils disent « Ah, j'imaginais pas que c'était comme ça ». Eh bien, ce système-là qu'on a mis au point nous permet d'aller sourcer des personnes qui sont à la fois en poste ou en recherche active et de les amener jusqu'à ce système de airboarding, c'est-à-dire qu'ils ont déjà vécu une expérience assez différenciante, car je vous rappelle qu'aujourd'hui, à part les offres d'emploi, il n'y a pas beaucoup d'alternatives sur le marché. Cela ne marche pas non plus. Je vois plus ça sur la fonction support, marketing, commercial par ingénieur. Ouais, exactement. Ingénieur, ça marche. Ouvrier, non. En fait, dès l'instant où il faut s'asseoir et jouer à un système de questions-réponses, il y a certains profils, mais c'est en train de changer. Je prends l'exemple des conducteurs de travaux qu'on n'arrivait pas du tout à capter dans le domaine du BTP. Eh aujourd'hui, ils répondent. Des électriciens qu'on ne faisait pas du tout, plombiers, etc., qu'on ne fait toujours pas, mais on avait testé sur un chef. En fait, dès qu'il y a un rôle de management, pareil dans l'hôtellerie. Donc, c'est en train de changer. Je pense que c'est dû au Covid où les gens sont passés aussi de plus en plus au digital et entre autres sur LinkedIn. On le fait avant le recrutement. C'est pour capter les personnes, en fait, pour les amener jusque dans le process. Et généralement, quand on les appelle ou ils reçoivent le mail derrière, ils se souviennent à chaque fois de l'expérience. Forcément, parce qu'il y a un échange et on est très surpris par la masse d'écriture que peuvent mettre les candidats, parce qu'on laisse un espace d'expression. Et comme ils ne savent pas qu'il y a en face, ils ne disent pas « Ah, vous êtes une entreprise formidable, vous êtes les plus beaux, je viens chez vous parce que vous êtes le leader. » Voilà, je synthétise. Donc, j'arrête là, mais j'ai mis un petit visuel. C'est comme ça qu'avec Arabelle, on a fait connaissance aussi et qu'on s'est rendu compte qu'on était hyper complémentaires justement par rapport à la plateforme que tu proposes. Oui, je vais faire un petit retour d'expérience en tant que finalement en tant que client d'un boss. Réellement, les 5 questions, nous, on est dans un métier où on a besoin de valider qu'il y a une certaine compétence à l'écrit, voilà, et qu'il y avait de la créativité. On avait vraiment besoin de ces 2 choses-là. Et bien, sur les 5 questions, c'était suffisant pour savoir ça. On voyait très vite ceux qui ne font pas l'effort de répondre et qui sont très laconiques sur une phrase, disent, bah,
ça les intéresse pas vraiment. Comme les gens répondent de façon très spontanée, en fait, c'est moins travaillé qu'une lettre de motivation qui aurait été faite avec un prof assis à côté ou avec tout un tas de gens qui vous ont relu, etc. Donc, vous avez assez vite le socle quand même de base et vous pouvez le valider. Donc, ça, c'était important. Et là, on avait une question de créativité. Et quand les candidats jouent, d'abord, on rit beaucoup parce qu'il y a vraiment des gens très créatifs. Ça permet vraiment de bien voir les choses. Et ça nous donnait vraiment envie de rencontrer certaines personnes. Je dois dire, vous savez, nous, on a recruté dans un métier où on a un peu de mal en ce moment à recruter. On a recruté en plein mois d'août. Donc, normalement, tout le monde est à la plage. Et on a eu de mémoire presque 25 candidatures. Et sur les 25, je pense qu'il y en avait 20 qui étaient parfaitement dans la cible. Et on a recruté 2 personnes parmi ces 20. Et je pense qu'on en avait rencontré en fait que 4, hein, parce que on a pu se permettre, en plus, on a eu le luxe de pouvoir vraiment choisir ceux qui nous paraissaient les plus en phase avec nous. Et le CV n'a eu qu'une valeur de confirmation, a été je dirais, peu structurant. Et du coup, on a aussi élargi pas mal les profils qu'on a recrutés. On est très, très content des collaborateurs, triste d'ailleurs, qu'on a pu recruter grâce à ce processus. Et vraiment, on a eu des entretiens extrêmement joyeux avec ces candidats parce que tout de suite, sur un autre registre, voilà. Et il y avait une attente de leur part d'ailleurs d'avoir quelque chose qui soit un peu différent comme entretien que ce qu'ils avaient pu vivre avec d'autres entreprises. Voilà, donc nous, on a vu une vraie différence. Et ce qui nous a frappé, c'est l'efficacité et la rapidité et la pertinence sur la capacité de sourcing des bons profils par rapport à ce qui était identifié. Donc, voilà en tout cas pour ce retour. Voilà. Merci, Arbel. Alors, dernier slide avant les questions qu'on puisse échanger. On est dans les temps, ça fait 35 minutes. Oui. Sur l'approche, vas-y, je te laisse la parole. C'est une slide de résumé, en fait, hein, je pense, de tout ce qu'on vient de se dire. Hein, c'est la slide des consultants. Mais c'est cette idée que, voilà, aujourd'hui, on a des processus, finalement, qui sont extrêmement tayloriens et cloisonnés. Hein, le recrutement d'un côté, puis après, il y a un go, et puis après, on a une période d'essai, et puis alors là, on ne sait pas très bien si on est dedans ou dehors. Enfin bref, puis après, on a un go, puis enfin, on a un collaborateur. Hein, d'accord, une espèce de pré-qualif en période d'essai. Pour nous, le processus, il faut vraiment complètement le fluidifier et partir du principe que vous avez votre sourcing, mais il y a vraiment cette phase de recrutement et cette phase d'onboarding, il y a une phase de pré-boarding et qui va vous amener lentement mais sûrement dans une dynamique voilà, d'onboarding et d'intégration dans l'entreprise avec un sentiment d'appartenance finalement qui va grandir au fur et à mesure dès le moment du sourcing, votre sentiment d'appartenance, votre envie d'appartenir, votre fierté d'être dans le processus et de rencontrer ou d'avoir rencontré cette entreprise va grandir et vous avez réellement un candidat qui finalement est déjà en mouvement quand il arrive chez vous. Donc vraiment en ayant cette idée de mailler le processus de recrutement avec vos dispositifs Learn. Donc on capitalise, en plus on développe le ROI de tous les dispositifs de formation que vous pouvez avoir. On peut vraiment les intégrer dès l'amont. Et puis, aider aussi les intervenants du parcours de recrutement, que sont les RH, que sont les managers, à avoir des entretiens beaucoup plus efficaces, beaucoup plus intéressants pour eux comme pour les candidats, pour avoir vraiment une proposition de valeur qui augmente pour l'ensemble des parties prenantes du processus et pouvoir arriver à avoir vraiment des périodes d'essai qui se terminent positivement pour tout le monde et avec des gens qui ont envie de rester. Voilà. Parce que notre grande frustration que je peux partager, c'est qu'on est capable, avec Mian MyBoss, par exemple, d'aller capter des personnes et on a beaucoup d'accords cadres on recrute sur toute la France pour le retail, pour autres. Et la frustration que peut avoir le recruteur, c'est dès l'instant où on a trouvé les candidats et qu'ils arrivent justement en entretien manager et qu'on ne maîtrise pas nous ce qui se passe derrière et qu'il y a un turnover et on va dire au recruteur, ce n'était pas le bon, alors que c'est un ensemble qu'il faut être capable de traiter. Ouais.
les questions. Est-ce que votre proposition est partenaire d'un ATS? Alors, pas pour l'instant, Arabelle. Alors, parce qu'on est dans la construction avec Arabelle justement de cette offre qui aujourd'hui voit le jour. Donc, c'est la première fois où on communique dessus tous les deux. Donc, c'est une plateforme, mais après, on peut récupérer les données si vous avez un ATS via une API, tout simplement pour aller coller ça à votre système. Alors, nous, on s'appuie sur pour compléter ça, pour s'extraire des problématiques IT, de sécurisation des dispositifs de learn, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans les dispositifs de l'entreprise. Donc, nous, on a une plateforme LMS qui permet effectivement d'embarquer un certain nombre de dispositifs de e-learning, notamment, de customiser les parcours pour qu'ils soient complètement aux couleurs de l'entreprise et que ça ressemble, ce soit un MeToo de ce qui se passe s'ils étaient sur on va dire, l'académie interne, et qui permet effectivement d'avoir le suivi, toute la data et tous les éléments et qu'on peut interfacer avec différentes plateformes. Voilà. Alors, pour répondre à vos questions sur les aspects techniques. Vous avez l'aspect discussion. Je vois que tout le monde est resté. C'est top. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment où on va échanger. Ça fait 38 minutes qu'on est ensemble. On respecte le timing. On est nickel. Tout ça est visible en replay, forcément. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Okay. Alors, ça y est, ça arrive. Vous préconisez les entretiens physiques ou en remote? Alors, c'est l'éternel sujet. Moi, je vais vous partager une forme de conviction, c'est que si vous voulez laisser une empreinte, il faut voir les gens. On parlait des 5 sens, Sébastien parlait de ça. Il y a un moment donné, on est quand même des mammifères avant tout, et la vraie rencontre, c'est important qu'à un moment donné ou à un autre, vous ayez un vrai contact avec la personne. Quelquefois, c'est très compliqué, quelquefois, c'est pas forcément à chaque entretien. Par contre, moi, je vous invite vraiment à ce qu'il y en ait par contre au moins un qui soit vraiment en présentiel, que ce soit, peut-être que c'est avec le manager, c'est avec le RH, peu importe, mais si on peut, c'est plutôt avec le manager. Il y a un moment donné où il faut vraiment aller se baigner dans les lieux et se rencontrer physiquement pour avoir une qualité d'échange et laisser cette empreinte. Et c'est vrai pour le candidat comme pour vous, entreprise. Moi, j'ai été frappée de voir pendant toute la période du Covid et encore maintenant, on a beaucoup d'entretiens en ligne et en fait, à un moment donné, ça s'efface. Vous enchaînez les entretiens et vous ne vous souvenez plus de la personne que vous avez vue, ne serait-ce que 2 heures avant. Et cognitivement, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose et on le sait aujourd'hui, on n'imprime pas la même chose. Il faut que vous sachiez aussi qu'à distance, vous perdez les 2 tiers de votre capacité, ce qu'on appelle de calibration, c'est-à-dire de détection des émotions de l'autre. C'est énorme, les 2 tiers. C'est-à-dire que donc, vous ne savez absolument pas ce que l'autre ressent et perçoit, et pourtant vous êtes en visio. En fait, on en perd moins si on est juste au téléphone. Donc, à la limite, faites des entretiens téléphoniques et faites des entretiens physiques. La visio, c'est un peu pour la déco, c'est pas aussi efficace que ça. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pas mieux sur ce que tu dis, et c'est du vécu pour laisser une trace, en fait. C'est commencer peut-être en visio et après, pour l'efficacité, et après, ouais, physiquement. Une personne qui a changé d'emploi dans la même entreprise, est-ce qu'il faut mettre en place un onboarding? Oui, surtout sur le nouveau métier, en fait. C'est surtout ça. S'il y a un nouveau service, nouveau business unit, ça demande, je pense, ça rentre dans le schéma. Nicolas, avec ce mode de recrutement, avez-vous un retour sur la réussite des candidats retenus? Taux de validation après période d'essai après 1 an. On n'a pas assez de recul pour l'instant là-dessus. Nous, on a du recul sur notre process de sourcing qui est forcément différent et qui laisse préger, en fait, parce que je vous prends l'exemple, mon siège social est à Rennes. On a des recruteurs un peu partout, mais à Rennes, et je suis dans un building où on a pratiquement recruté tout le building, toutes les entreprises, il y a une vingtaine d'entreprises, et on a un taux de turnover qui est proche de 0 parce qu'ils ont découvert l'entreprise avant, ils ont vécu une émotion et après, voilà, et on le perçoit. Et les échecs que je peux percevoir, et là je parle que Sébastien, Me & My Boss, avec les 9 ans de recul qu'on a sur Me & My Boss, c'est qu'à un moment donné, sur l'onboarding, derrière, il y a eu des personnes qui n'ont pas été informées
qui n'ont pas été formés au recrutement, qui accueillent, prennent le candidat, le présentent à personne le premier jour, le mettent dans une salle, lui donnent un cahier technique. Enfin, ça paraît du b.a.-ba. Et puis après, c'est des rapports d'étonnement, enfin, des choses qui n'ont pas lieu. Et donc, surtout la nouvelle génération se dit, on m'a dit des choses et je m'aperçois que dans la réalité, ce n'est pas vrai. Et du coup, on m'a trahi. Et du coup, je ne reste pas. Donc, c'est très, très aléatoire ce système de turnover. Et Arabelle, tu veux rajouter quelque Oui, chose voilà, moi, vu de ma fenêtre, en tout cas, vraiment, on a régulièrement beaucoup de mal, nous, à valider des périodes d'essai, hein. On a vraiment des difficultés à parler notre métier et à bien le faire comprendre avant que les gens rentrent. Or là, en l'occurrence, les recrutements qu'on a fait via ce processus, cette nouvelle façon de faire, on a validé les périodes d'essai. Voilà, donc, et ça se passe extrêmement bien, vraiment extrêmement bien dès le départ. Et on ne s'était pas survendu, hein. On avait dit que on serait peut-être moins bon au onboarding, parce qu'on est toujours un peu débordé, etc. Mais je pense que le deal était assez clair et ça a fait une vraie grosse différence. Ouais, ouais, on ne forme pas ces gens, surtout dans les métiers techniques. Là, je pense que c'est le prochain enjeu. Parce qu'on a tellement peu de candidats aujourd'hui que quand on arrive à en avoir, il faut être capable après de leur faire vivre une expérience différente et de les garder, en effet. Je vois qu'il y a des personnes qui se déconnectent. Si c'est le cas, où on se retrouve en replay, on peut continuer à poser des questions, forcément. Derrière, vous avez nos numéros de portable avec nos mails, nos contacts. On reste encore avec vous si vous avez encore des questions et je vois que ça continue. Et je vous souhaite une bonne journée à ceux qui s'en vont. De quelle façon votre processus peut s'adapter dans la fonction publique qui dispose d'un cadre particulier avec des politiques précises? Arabelle. Alors, comme je vous le disais, c'est pour ça, en fait, toute organisation a des politiques assez précises et des pratiques de sécurité, etc. Et donc, d'où le fait déjà que nous, on a cette plateforme LMS qui est à l'extérieur de l'organisation, de façon à ne pas perturber les systèmes et pas tout mélanger. Et après, on va travailler avec vous sur ces points spécifiques. C'est-à-dire que parce que ça peut parfaitement s'adapter. Il y a absolument aucune raison. Quelqu'un qui est dans le secteur public, il va avoir besoin d'être bien accueilli aussi, il va avoir besoin de monter en compétences, il va avoir besoin de toutes ces choses-là. Il n'y a pas de raison qu'il soit moins bien traité parce qu'il y a des politiques et des règles à respecter. Donc, voilà, donc ça fait partie, je dirais, du travail amont quand on vous rencontre, eh bien de voir voilà, comment est-ce qu'on va construire ce dispositif de façon à ce qu'il soit parfaitement cohérent et qui donne à voir déjà d'ailleurs ces contraintes et ces spécificités que vous avez dans votre secteur, dans la fonction publique ou ailleurs. Mais d'ailleurs, le candidat, il faut qu'il le comprenne tout de suite parce que ça fait partie du kit quand il va venir chez vous. Voilà, donc c'est ça qu'on va travailler aussi. Cette signature-là, on va la travailler. Alors, combien d'entretiens faut-il effectuer dans un processus de recrutement pour être efficace et garantir une bonne expérience? Je peux vous parler de vécu, juste à Rabel, sur des commerciaux, par exemple, à Paris, dans le domaine technique, technico-commerciaux pour être très précis, avec une entreprise qui voit des candidats, le voit une fois, elle dit, bon, vous nous plaisez bien, on va vous proposer un deuxième entretien avec le manager. Donc, ils avaient vu les RH d'abord. Le manager, ça s'est fait 15 jours, 3 semaines après. Une fois que le manager a vu, a dit, ah, ça m'intéresse, mais ils avaient mis un process, il fallait voir absolument le directeur général. Entreprise de 200-250 quand même collaborateurs. Donc, 3 semaines après, rendez-vous avec le DG. Le rendez-vous avait du mal parce que son calendrier est compliqué. Donc, on était déjà à 6 semaines. Et entre-temps, ils ont fait, la candidate, c'était une candidate, a fait un seul entretien avec une entreprise qui, à la fin de l'entretien, un seul, lui a dit, écoutez, votre profil nous plaît. De ce que j'en entends, ils lui ont donné un contrat de travail tout de suite. Vous regardez le contrat de travail ce week-end, c'était un vendredi, et vous nous dites, nous, on est partant, et si vous êtes OK. Et le lundi, il était signé, elle a appelé. Donc, c'est à vous de voir en termes de risque, d'efficacité, ce que vous voulez faire. Je compléterai, on s'aperçoit qu'on a en moyenne aujourd'hui, quand dans un parcours de recrutement, vous avez les gens, ça va durer 4 mois à peu près, et vous allez avoir 3 entretiens ou 4 entretiens. Donc, c'est très pauvre, hein. C'est-à-dire que vous avez le risque de fuite et de perte est très important. Et il y a des entreprises qui démultiplient les entretiens, donc c'est encore plus long parce qu'à cause des agendas, c'est compliqué de trouver des créneaux.
Et en fait, très honnêtement, tout ça, c'est pour se rassurer. C'est parce qu'on a une inquiétude, on veut être sûr de ne pas se tromper. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que vous aurez de plus en plus ce qu'on appelle de bruit. Hein. Le bruit, c'est de biais d'interprétation et de façon de voir différentes. C'est comme quand on fait le 360, pour ceux qui connaissent ça comme outil d'une personne, hein, quand on l'a fait regarder par ses N-1, son N+1, ses clients, ses pairs, et tout le monde donne son avis. On pense que la vérité sur la personne va sortir, mais en fait, non, vous avez en général des avis très divergents. Voilà. Donc, ça ne vous apporte pas énormément de choses. Bah, ça va être pareil là dans ces choses. À un moment donné, voilà, vous allez savoir assez vite si ça va le faire ou pas. Ce qui est important, c'est qu'il y a au moins un entretien avec la personne qui va manager, qui serait susceptible de manager cette personne parce qu'il y a les compétences et il y a le fit. Si ça passe pas, ça passe pas. Faut juste pas s'entêter, quoi. Et à un moment donné, c'est pas grave, c'est peut-être pas juste et tout, mais c'est comme ça. Je pense que ça sert à rien que tout le monde soit malheureux et se force trop. Mais voilà, je pense que la démultiplication pour sécuriser est un leurre. Voilà, ayez un processus simple, lisible. Je pense qu'au-delà de 3 entretiens, pour 90% des postes, ça n'a pas son bon sens. Enfin, c'est trop long. Surtout dans un marché un peu tendu. Hein. Merci, merci Clara, merci à tout le monde. Je vois que ça y est, ça se déconnecte. Donc écoutez, vous avez nos coordonnées. Tout ça est visible en replay. On va faire suivre les liens si vous n'avez pas vu le démarrage. Merci beaucoup d'avoir participé à tout ça. Merci. Merci Chloé. N'hésitez pas à nous envoyer un mail et puis on vous souhaite une bonne journée et je vais arrêter l'enregistrement de ce Merci à webinaire. tous. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.